Bonjour! Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les 5 étapes de l'évolution d'un couple. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. La première étape, la lune de miel, qu'on appelle encore période passionnelle. Je l'ai décrite dans la vidéo Passion versus amour. Je vous rappelle juste les rituels de séduction qui sont pour la plupart universels. Nous avons donc l'attirance, à la fois consciente et inconsciente. Qu'on le veuille ou non, toute personne rencontrée suscite une réaction, sympathie, antipathie, ou répulsion, attirance. D'où l'expression par exemple de je ne peux pas le sentir. Ensuite vient le jeu des regards et des sourires, puis la conversation et la communication. Dans la communication, il y a aussi bien le langage corporel, l'intonation de la voix et le sens des mots. En quatrième arrive le contact physique. Et c'est ensuite la danse de l'amour. C'est toute la période de la lune de miel qui peut durer jusqu'à 1 ou 2 ans. C'est pendant cette phase que l'on décide généralement de cohabiter ou de se marier. La passion fait lentement place à des jours de bonheur plus tranquilles. Hélas, la passion passe, ou heureusement. La deuxième étape, c'est la lutte pour le pouvoir, qu'on appelle également période d'adaptation. Pendant la phase de passion, la connexion fusionnelle nous a aidés à minimiser les défauts de l'autre. Nous n'avons pas voulu voir ou entendre ce qui ne faisait pas l'affaire. Nous avons mis de côté tout ce qui pouvait émousser notre passion. Voilà qu'apparaissent les premiers petits nuages. Au début, ils sont petits, et de plus en plus gros avec le temps qui passe. Le couple existe pour obtenir certains avantages et réaliser certains projets, mais il existe aussi pour nous mettre à l'épreuve, pour nous faire acquérir de la maturité, pour nous confronter à la réalité. Et la réalité est qu'un couple est formé de 2 êtres humains distincts. Une première lutte s'installe à l'intérieur de tout individu, entre être soi et être en relation sans se perdre. S'installe alors la lutte pour le pouvoir émotionnel. Chacun veut que l'autre se conforme à ses attentes et lui accorde l'amour tel qu'il le perçoit. Cette lutte pour le pouvoir est fondamentalement saine en soi, mais elle devient trop souvent destructrice à cause de l'absence de la juste distance. Positive, cette lutte permet à chacun des partenaires de se dire et de dire à l'autre ce que chacun attend du nous construit avec l'autre. Négative, cette confrontation se transforme en affrontement où chacun veut imposer sa conception du nous qu'il veut construire avec l'autre. Elle sera d'autant plus destructrice si les deux ont une faible ou mauvaise perception interne d'eux-mêmes. Cette lutte pour le pouvoir est certes influencée par des différences liées au sexe et au fait que chaque être humain est tout simplement différent. Mais l'intensité de cette lutte est directement proportionnelle à la maturité émotive des partenaires. Les deux se retrouvent alors dans le cercle vicieux de la dépendance contre dépendance. Chacun, en voulant conserver son autonomie, veut convaincre l'autre du bien fondé de sa perception. Ils ont alors les choix suivants: soumettre leur partenaire, de gré ou de force, se faire violence et se soumettre aux volontés de leur partenaire, se résigner à vivre en colocation sans réelle intimité, divorcer et trouver un nouveau partenaire. Les 2 amants intimes, devenus souvent 2 ennemis intimes, doivent cependant partager le pouvoir pour que puisse survivre leur intimité. Une seule solution: devenir plus différenciés, moins fusionnels, et apprendre à gérer cette lutte inévitable pour le pouvoir, due justement au fait que les 2 partenaires sont différents.
L'amour n'est possible qu'entre deux adversaires qui se respectent et se tiennent debout l'un face à l'autre, mais non l'un contre l'autre. La troisième étape, le partage du pouvoir ou période de stabilisation. Chacun des deux partenaires va devoir prendre une certaine distance face à lui-même et une conscience également de lui-même. Il ne cherche pas à se changer pour être aimé de l'autre, ni à changer l'autre pour qu'il réponde à ses besoins. Il ne rend pas l'autre responsable de ses besoins, mais il sait qu'il a besoin de l'autre pour la satisfaction de certains de ceux-ci. Il sait aussi que l'autre a des besoins, que l'autre est responsable de ses besoins et que le couple existe pour satisfaire les besoins des deux partenaires. Ils partagent ou alternent le pouvoir. Les deux exploitent les qualités de l'autre au profit du couple. Les deux partagent le pouvoir qu'ils transfèrent maintenant au couple. Donc, je résume, une certaine distance, chacun est responsable de ses besoins et alternance du pouvoir. L'engagement ou le véritable amour. Chacun s'engage envers lui-même et envers l'autre à se mettre au service du couple et de l'autre pour permettre au couple et à chacun de ses membres de s'épanouir. Le « je t'aime » de la première phase était plutôt cannibale. Le « je t'aime » de la lutte de pouvoir est souvent étouffé par le « je te déteste parce que tu n'es pas la personne que j'ai imaginée ». Le « je t'aime » de la troisième phase est plus réaliste, car il s'adresse à la personne telle qu'elle est. Le « je t'aime » de cette quatrième étape signifie « je nous aime », j'aime ce que j'ai construit avec toi, et je veux tout faire pour préserver notre amour et l'améliorer, au-delà de nos différends et de nos différences. Ces amoureux reconnaissent et acceptent l'évolution et la transformation de leur lien amoureux. Ils savent que faire un choix, c'est dire oui à certaines choses et renoncer à d'autres. L'amour véritable laisse libre. Les amoureux au long cours n'exigent plus de l'autre l'impossible. Ils ont cessé de remettre en question leur couple à chaque différend. En fait, chaque nouvelle crise renforce leur lien. Enfin, l'étape 5, l'ouverture sur autrui ou comment servir d'exemple. Les couples heureux se touchent, se regardent, se parlent. Leurs yeux sont pétillants, ils sont animés. Ils font preuve d'une grande réceptivité et deviennent souvent des modèles à imiter. Les couples heureux sont des exemples vivants qu'il est possible de surmonter des crises existentielles du couple. Ils démontrent aussi que l'amour peut évoluer, se transformer et rester solide. Bien sûr, ces 5 étapes ne sont pas aussi tranchées. Elles s'imbriquent et se superposent. Mais elles illustrent bien les grandes étapes à travers lesquelles évoluent tous les couples heureux. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous maintenant de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu, en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Je demande souvent à mes patients, après l'écoute d'une vidéo ou d'un audio, de se poser 3 questions. Vous pouvez en faire autant. Les 3 questions sont: qu'est-ce que cela vous inspire? C'est comment chez vous? Où en êtes-vous dans votre couple? À quelle étape? Qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer? Pour cette vidéo, je me suis inspirée des auteurs suivants: Yvon Dallaire, Gottman et Silver, Dennis et Phillips. Je vous laisse les références de leur ouvrage dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo.
C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt pour de nouveaux sujets.